On est de retour pour couper court au bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou dans ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas une discussion entre deux journalistes échos. Et non, on n'interviewe pas un milliardaire des hedge funds. Ici, c'est complètement différent. C'est un débrief brut et en temps réel entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gérant institutionnel de haut niveau, pour décrypter ce qui a réellement secoué les marchés mondiaux. La Fed baisse enfin ses taux, Wall Street explose de joie, mais ailleurs, l'Europe est coincée entre inflation persistante et croissance au ralenti. Le Japon commence discrètement à sortir de ses politiques ultra accommodantes. Et la Chine, sur le point de caler. Le tableau mondial est fragmenté. Et la tension monte. Avant de vous ruer sur le prochain trade ou pari macro, stop. Écoutons ce que les données chuchotent vraiment, pas ce que les gros titres hurlent. Likez, partagez, abonnez-vous si vous voulez des analyses réelles, pas du réchauffé. Et restez jusqu'au bout, car à la fin de cet épisode, on vous révèle les 5 principaux risques globaux qui pourraient prendre les marchés par surprise la semaine prochaine. À ne surtout pas manquer. Bonjour à tous et bienvenue. C'est parti pour notre tour d'horizon hebdo des marchés. Alors, cette semaine, on a vu Wall Street flirter avec des records. Pourquoi? Parce que la Fed américaine a enfin appuyé sur le bouton. Première baisse de taux de l'année. Oui, Mais attention, hein, pendant qu'aux États-Unis, on avait l'impression qu'ils sabraient le champagne, ailleurs dans le monde, c'était pas forcément la même ambiance. On va décortiquer ça région par région. c'est exactement ça. Le tableau est assez frappant par ses contrastes. D'un côté, l'Amérique qui, bon, respire un peu mieux avec cet assouplissement. Oui. Et de l'autre, l'Europe, toujours avec cette inflation qui colle un peu. Le Japon qui envoie des signaux très très prudents sur la fin d'une politique monétaire hors norme. Et puis la Chine, dont les derniers chiffres, franchement, jettent un froid. D'accord. Donc notre mission aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà des gros titres, essayer de relier les points et de voir quels sont les vrais signaux dans tout ce bruit. Parfait. Alors, on plonge direct. Commençons par l'épicentre de l'action cette semaine, les États-Unis. Les chiffres sont assez impressionnants, non? Ah oui. La performance a été solide. Le S&P 500 y prend 1,22%. Le Nasdaq, très tech, bondit de 2,21%. Même le Dow Jones, plus tradit, suit avec 1,05%. C'est ça. Et ce qui m'a marqué, c'est le Russell 2000, l'indice des petites boîtes, celles qui sont sensibles au taux. Il a grimpé de 2,16%. Il a même touché un record en milieu de semaine. Ça sent l'optimisme, ça. Clairement. Le marché a entendu ce qu'il voulait entendre de la Fed. La décision de baisser le taux directeur de 0,25%, même si elle n'était pas unanime, 11 contre 1. Ah oui, quand même. Et elle a été vue comme le signal de départ. C'est la première baisse depuis décembre 2024. Et maintenant, les marchés, ils parient sur 2 autres baisses d'ici la fin de l'année. Clairement, l'appétit pour le risque est revenu. Et les données économiques américaines qui sont tombées cette semaine, elles vont dans le même sens. J'ai vu les ventes au détail d'août, assez explosives. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus 0,6% en août, c'est 3 fois plus que prévu. Ça montre une résilience assez bluffante du consommateur américain. Impressionnant. Mais, et c'est là que ça devient plus nuancé, le secteur immobilier, lui, il continue de tousser un peu. Les mises en chantier en baisse de 8,5% en août. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Petit signe positif peut-être, le moral des constructeurs, lui, il remonte un peu, sans doute aidé par la baisse des taux hypothécaires qu'on voit depuis 4 semaines. C'est là que je me pose une question. Si la Fed baisse ses taux, que l'économie semble tenir, pourquoi le taux des obligations d'État américaines à 10 ans, la référence, il est monté à 4,13%? Ça va un peu contre la logique habituelle, non? C'est la question clé de la semaine sur les marchés obligataires. Ça montre que le marché, il lit pas juste la décision, il écoute aussi très attentivement les mots. Jérôme Powell, le patron de la Fed, ok, il a baissé des taux. Ouais. Mais son discours est resté très prudent sur l'inflation. Il a redit que la bataille n'était pas gagnée. Et le marché obligataire, peut-être plus prudent, il semble dire ok pour la baisse, mais on n'est pas encore sûr que l'inflation soit maîtrisée, donc on demande une prime de risque un peu plus élevée. D'accord. C'est cette nuance-là. C'est cette tension, oui, qui explique cette hausse des taux longs. Donc, pour résumer, les US fêtent sur les actions grâce à la Fed, mais le marché obligataire et l'immobilier qui rappellent que tout n'est pas si simple. Une image plus contrastée.
Précisément, le coup de pouce de la Fed est là, mais les vents contraires, ils n'ont pas disparu. Très clair. Allez, on traverse l'Atlantique, direction l'Europe et le Royaume-Uni. Là, l'ambiance était, comment dire, nettement moins euphorique. Ah oui, c'est sûr. Les indices étaient plutôt calmes, voire un peu dans le rouge. Le stock 600 pan-européen quasi stable, moins 0,1%. Le DAX allemand cède 0,25%. Bon, le CAC 40 à Paris fait un petit plus 0,36%. L'Italie recule de 0,60%. Pourquoi cette frilosité? Ben, les investisseurs en Europe, ils sont un peu sur une corde raide. Ils voient ce qui se passe aux US, ils espèrent peut-être un geste de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Oui. Mais en même temps, l'inflation ici reste quand même plus tenace. Et surtout, on voit des signes de ralentissement économique, notamment sur les salaires. Ça incite pas à l'optimisme sur la consommation. Et les chiffres clés de la semaine en Europe, il y a eu un petit rebond de la production industrielle en zone euro pour juillet, plus 0,3%. Ça redonne un peu d'air après juin. Un petit peu, oui. Et au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre, elle, a joué la prudence maximale. Pas de changement de taux, on reste à 4%, et elle a même dit qu'elle allait ralentir ses ventes d'obligations. C'est un signe qu'elle veut pas trop secouer le cocotier. Oui, la BEA est très, très prudente. Surtout que les signaux sur l'emploi britannique sont préoccupants. La croissance des salaires reste forte, 4,7%, ça avimente l'inflation. Oui. Mais, paradoxalement, le nombre d'emplois salariés baisse pour le 7e mois de suite. C'est ce genre de situation, salaire haut, mais moins d'emplois, qui fait craindre une récession outre-Manche. D'accord. Et ailleurs, on a vu la Norvège baisser ses taux, la deuxième fois cette année, à 4,0%. Mais sa banque centrale a tout de suite dit « Attention, on va sans doute faire une pause jusqu'en 2026. » Donc, on calme le jeu. Donc si je résume pour l'Europe, on navigue un peu à vue. Quelques petites éclaircies, mais beaucoup de prudence des banques centrales. La croissance semble fragile et l'inflation s'accroche. On est loin du scénario américain. C'est une bonne synthèse, oui. Le contexte est beaucoup plus hétérogène en Europe. Les défis sont pas les mêmes partout, ce qui rend la tâche de la BCE particulièrement difficile. Continuons notre voyage vers l'Est, le Japon. Marché un peu partagé là-bas, le Nikkei 225 gagne 0,62%, mais l'indice Topix, plus large, perd 0,41%. C'était quoi le fait marquant au Japon? Ah, le signal fort, il est venu de la Banque du Japon, la BOJ. Elle a annoncé, un peu par surprise, un plan pour commencer à vendre, plus tôt que prévu, ses énormes portefeuilles d'ETF. Ah oui, c'est fonds indiciels qu'elle achetait massivement. Exactement. Et aussi ses REIT pour l'immobilier coté. C'est un pas symbolique, mais c'est très important. La BOG dit clairement, on prépare la sortie de la politique ultra accommodante. C'est la fin d'une ère qui s'annonce, même si c'est à tout petit pas. Et on sent que ça bouge même à l'intérieur de la BOJ. J'ai lu qu'il y avait eu des voix dissidentes lors de la dernière réunion. Tout à fait. Pour la première fois sous le gouverneur Ueda, 2 membres du Conseil ont voté pour une hausse des taux. Ça montre que le débat interne est lancé. Intéressant. Et ce débat, il est nourri par une inflation qui disparaît pas. L'indice des prix de base a encore grimpé de 2,7% en août sur un an. Du coup, le marché commence sérieusement à envisager une première hausse des taux, peut-être en 2025. Et un autre signe qui m'a interpellée, malgré un contexte mondial pas terrible, les exportations japonaises ont plutôt bien résisté en août, seulement moins 0,1% sur un an. C'est mieux que ce qu'on craignait. C'est vrai, ça montre une certaine résilience. Donc pour le Japon, le message c'est la normalisation est enclenchée, mais la bogie va y aller avec une prudence extrême. La croissance reste fragile, c'est un exercice d'équilibriste qui commence. Fascinant cet équilibrisme japonais. Oui, cette communication très progressive pour préparer les marchés en douceur, c'est assez unique. Finissons ce tour du monde en Chine. Et là, clairement, l'ambiance s'est assombrée cette semaine. Les indices de Shanghai, moins 1,30%, et le CSI 300, moins 0,44%, ont reculé. Seul Hong Kong limite la casse avec le Hang Seng à plus 0,59%. Qu'est-ce qui a plombé le moral là-bas? Ce sont les chiffres économiques d'août qui ont vraiment jeté un froid. Ils sont ressortis décevants et ça a ravivé la crainte de déflation et d'une faiblesse persistante de la demande intérieure. La machine chinoise semble gripper. Oui, les chiffres sont assez parlants. Vente au détail, plus 3,4%, production industrielle, plus 5,2%, c'est sous les attentes. Et surtout, la croissance des investissements a touché un plus bas historique. Ça sent le coup de frein. Absolument. Et le gros problème, ça reste cette crise interminable de l'immobilier. Les prix du neuf ont baissé dans presque toutes les grandes villes en août par rapport à juillet,
À Pékin, les ventes immobilières, c'est moins 19% sur un an, hein. Ah oui, quand même. Quand l'immobilier va mal en Chine, c'est toute la confiance et une bonne partie de l'économie qui souffrent. Du coup, tous les yeux sont tournés vers Pékin. Les marchés parient sur une réaction rapide des autorités pour éviter que ça dérape plus. C'est exactement ça. Les analystes s'attendent à des mesures de soutien plus ciblées, probablement pour aider l'immobilier, relancer les infrastructures. L'objectif du gouvernement d'environ 5% de croissance du PIB cette année, ça semble de plus en plus dur à atteindre sans un gros coup de pouce. La pression est forte sur Pékin. On voit bien que la reprise post-Covid en Chine, c'est pas un long fleuve tranquille. Les marchés attendent des actes forts, un dossier absolument clé pour l'économie mondiale. Tout à fait. Bon, après cette analyse régionale très riche, regardons la semaine prochaine. Du 22 au 26 septembre, qu'est-ce qu'il faudra surveiller de près? Le calendrier a l'air chargé. Oui, semaine dense, surtout aux États-Unis. On va avoir une aval de chiffres sur l'immobilier, vente de logements neufs mercredi, vente de logements existants jeudi. D'accord. Jeudi, ce sera une journée clé, avec aussi la dernière estimation du PIB du T2, les commandes de biens durables, ça, c'est important pour l'investissement des entreprises, et les chiffres hebdo du chômage. Et le clou du spectacle américain, ce sera vendredi, j'imagine, avec l'indice des prix PCE. C'est le chiffre d'inflation que la Fed regarde de près, c'est ça? Exactement. L'indice PCE, surtout sa version Core, sans énergie et alimentation, sera décortiqué. Est-ce que la désinflation continue ou est-ce qu'il y a encore des pressions? Vendredi aussi, on aura l'indice final de confiance de l'Université du Michigan, toujours utile pour anticiper les dépenses. Et en Europe, les rendez-vous à ne pas manquer. Pour l'Europe, on va surtout regarder les indicateurs avancés. Mardi, les PMI flash pour septembre, ces enquêtes rapides auprès des directeurs d'achat dans l'industrie et les services, surtout en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est crucial pour voir la dynamique en temps réel. D'accord. Ensuite, des indicateurs de confiance. L'IFO allemand, mercredi, sur le climat des affaires, et le GFK allemand jeudi sur la confiance des consommateurs. Et pour le Japon et la Chine, après les actus de cette semaine? Étonnamment, ce sera plutôt calme côté publication macro majeure. Pas de gros chiffres prévus ni à Tokyo ni à Pékin. Ce silence radio, d'ailleurs, il pourrait être aussi parlant que les chiffres. Ah, intéressant. Est-ce que c'est le calme avant de nouvelles annonces, notamment de soutien en Chine? C'est ce que les marchés vont se demander. Ok, très clair sur le calendrier. Maintenant, au-delà des chiffres attendus, quels seraient les 5 principaux points de friction, les risques qui pourraient vraiment faire bouger les marchés la semaine prochaine? Très bonne question. Le premier risque pour moi, c'est une mauvaise surprise sur l'inflation américaine. Si cet indice PCE de vendredi est plus fort qu'attendu, Aïe. ça pourrait doucher les espoirs de nouvelles baisses de taux de la Fed. Les taux obligataires pourraient remonter et l'optimisme actuel pourrait vite retomber. Oui, logique. Le deuxième risque. Toujours aux US. Oui, je pense. L'immobilier, on a déjà vu des signes de faiblesse. Si les chiffres des ventes de mercredi et jeudi sont vraiment mauvais, ça pourrait confirmer que le secteur cale sérieusement, avec des conséquences sur toute l'économie. D'accord, troisième point de vigilance. L'Europe, L'Europe, oui. Et ce cocktail un peu difficile d'inflation tenace et de confiance qui flanche. Si les PMI de mardi ou les indices de confiance allemands de mercredi et jeudi déçoivent encore, ça va renforcer les craintes de stagflation. le fameux scénario redouté. Exactement. Économie qui stagne, prix qui monte. Pas bon. Quatrième risque. La Chine, j'imagine? Oui, l'attente autour de la Chine est énorme. Le marché a besoin d'un signal fort de soutien de Pékin. Si la semaine se passe sans annonce majeure, la déception pourrait être grande. Et ça pèserait sur tout ce qui dépend de la Chine. Matières premières, marché émergent, entreprises exportatrices. L'absence d'action serait un signal négatif en soi. Tout à fait. L'inaction peut être aussi pénalisante qu'une mauvaise nouvelle. Et le cinquième risque, pour finir, Je reviendrai sur le Japon. Même sans réunion de la BOJI, le risque c'est une communication mal maîtrisée. La BOJI prépare les esprits à la normalisation. Si un responsable tient des propos jugés trop rapides, trop agressifs, ou si la BOJI fait un ajustement technique inattendu, oui. ça pourrait créer une forte volatilité sur le yen et les actifs japonais. Les marchés sont hypersensibles aux signaux de la BOJI en ce moment. Voilà un panorama très complet des points chauds. Pour conclure, si on résume la dynamique, Hmm. on a une Fed qui a donné un coup de pouce aux actions US, Ouais. mais la réaction des taux longs et les nuages en Europe et en Chine montre que la voie n'est pas totalement dégagée. Donc, inflation et immobilier US sous haute surveillance, tout comme les signes de faiblesse en Europe et l'attente d'une réponse chinoise. C'est exactement ça. Et ça pose la question fondamentale pour les mois à venir. La fameuse question, est-ce qu'on assiste à un découplage durable? Est-ce que les États-Unis peuvent vraiment continuer leur chemin
porté par la Fed, pendant que le reste du monde peine un peu à suivre? C'est la grande question. Ou est-ce que les fragilités qu'on voit ailleurs, Europe, Chine, finiront par rattraper la locomotive américaine, même avec une Fed plus souple? C'est sans doute ça le vrai test de résistance pour les marchés dans les mois qui viennent. De quoi réfléchir d'ici la semaine prochaine. Vous êtes encore là? Alors, vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.